Tiens, vous voilà. Quel plaisir de vous retrouver. Je préfère vous prévenir, les nouvelles de nos enquêteurs ne sont pas réjouissantes. Les choses se sont un peu accélérées à l'intérieur du vieil asile breton. Soyons donc prévenus, chers amis. Les nouvelles que je m'apprête à vous narrer seront particulièrement difficiles, sanglantes et horrifiques. Mais je ne doute pas que vous soyez en mesure de les entendre. Vous êtes là pour ça, n'est-ce pas ? Nous avons tous attendu le moment où cette enquête prendrait le tournant des ténèbres, je crois. Que voulez-vous ? Cela est dans notre nature. Allez, à très bientôt, j'espère. Introduction. Nous sommes dans une prestigieuse salle à dîner d'un appartement parisien, l'une des nombreuses demeures de Thomas, quelques mois avant le début de nos aventures. Le boss est assis à l'extrémité d'une gigantesque table, aussi démesurée que la décoration de la pièce. Chandelier en or, lustre en cristal, fleurs exotiques, plumes. Il porte une robe sublime dont il a peint lui-même les motifs exagérément obscènes, ainsi qu'un masque d'une créativité et d'une beauté exceptionnelle. Sa respiration semble difficile aujourd'hui, comme le râle d'un animal blessé. Sa poitrine se gonfle difficilement, sa trachée siffle et son masque accentue la difficile respiration de l'homme. Un grand cru du domaine de Jonzac a été servi. À l'autre bout de la table, Andrew vient d'être invité à s'asseoir pour un entretien privé avec Thomas. Deux valets, vêtus de chemises débraillées et sans bas, si ce n'est un simple slip blanc, rentrent en dansant puis servent 2 assiettes à la table. Celles-ci contiennent des abats crus, baignant dans une soupe grotesque de sang. « Tu ne prends pas les médicaments que je t'ai fait prescrire, Andrew ?» dit Thomas avec un accent anglais parfait. L'Écossais grimace en apercevant le contenu des assiettes, tandis qu'une soudaine nausée le saisit. Il peine à trouver ses mots, refoulant des souvenirs qu'il se refuse à revivre. Les médicaments ne me suffisaient plus, Thomas. Ils n'ont jamais vraiment été efficaces, et ne le seront jamais. D'une voix douce mais toujours haletante, le boss reprend. Puis-je essayer d'en faire plus ? Je connais de très bons médecins aux États-Unis. Ils pourraient peut-être t'aider ? Puis, en quelques secondes, comme un acteur entrant dans la peau de son personnage, sa voix se mue, se transforme. Il reprend en français et en pointant les assiettes de la main. On y prend vite goût, tu sais, à ces mets sanglants. S'abandonner à la folie, n'est-ce pas là la vraie liberté, Andrew ? Débarrassé de sa prison de chair, l'âme trouve toute sa splendeur dans l'abyssale folie de l'être, je crois. Oui, on y prend goût. C'est bien là le problème. Andrew soupire en s'asseyant près de lui. Tu es un être fantasque, Thomas, je le sais bien, mais épargne-moi ce genre de choses. Le remède, je l'ai trouvé dans le travail. Au moins, les machines n'ont pas de langue. Thomas tousse, puis rit, empoigne chaleureusement l'épaule d'Andrew, un geste qu'il n'a jamais eu auparavant. Puis, il se lève, s'approche de l'immense fenêtre de la salle à dîner, relève délicatement le lourd rideau et, tout en observant la ruelle, reprend. Je connais ton secret, Andrew. Tu connais certains des miens aussi. Nous sommes tous deux morts dans les boyaux de la terre, et tous deux sommes nés à nouveau dans le feu et le sang. Et nous portons tous deux les balafres de la guerre des mondes. Moi, c'est mon visage qui fut déchiré. Et toi, mon ami, c'est ton âme. Quelque chose se prépare, my old friend. Quelque chose de merveilleux, contre ceux que nous haïssons tous deux. Et ce sera le plus grand spectacle que ce monde n'ait jamais connu. Et nous en serons des acteurs importants. J'ai besoin d'être sûr, néanmoins, que tes fantômes ne t'emporteront plus dans les ténèbres, Andrew. Que tu résisteras encore un peu à l'appétit du monstre qui dévore ton âme. Nous avons beaucoup travaillé pour cela. Toi, Jean-Emmanuel, les autres et moi. Puis-je toujours compter sur toi ? Ce que tu proposes est risqué, reprend l'Écossais. Cela revient à danser sur un fil au-dessus du vide, sans filet. Néanmoins, je serais curieux, oh si curieux de la voir, cette grande scène finale. Tu peux compter sur moi. Il est temps qu'il paie. Après un temps, un léger silence suspendu, il se retourne, empoigne sa coupe de champagne et la tend vers Andrew. Bien, mon ami. Alors le spectacle peut commencer. Écran noir. Acte 6, à pleines dents. Nous retrouvons nos enquêteurs dans l'asile psychiatrique de Bresse, tandis que la pluie vient de s'intensifier au dehors, accompagnée d'un orchestre puissant de vent et de tonnerre tonitruant. Les volets Queen grincent, frappent la façade du bâtiment de pierre, et à l'intérieur, les voix des patients pleines démence se mêlent au fracas des larmes du ciel,
frappant les tuiles et les pavés de la cour. C'est à l'étage que nous nous retrouvons d'abord. Le père Rochereau est en pleine discussion animée avec Thomas au téléphone, et nous surprenons la fin de leur conversation. Tout n'a toujours été qu'un jeu, mon doux et tendre ami. Rappelle-toi, si ton personnage ne te plaît plus, change-le. Voici venir le moment fatidique du spectacle, Henri. Le show commence ce soir. Mais la ligne est soudainement coupée, après que le père Rochereau ait entendu un immense coup de tonnerre frapper le sommet de la bâtisse. Puis, au même moment, des pas à la hâte et un souffle aussi, entrecoupé de « Courage, Émeric! Allez, mon vieux! Du nerf !» Puis le père, de par la légère ouverture de la porte du bureau du personnel, aperçoit la silhouette d'un policier s'avancer à toute hâte dans le couloir en direction de la chambre de Marie. Après avoir été interloqué une seconde de cette coupure, le père comprend d'où elle est venue et pousse un soupir à voix basse en murmurant « Quoi que je dise, il ne m'écoutera jamais ». Puis, stupéfait par ce policier qui court, il présume intuitivement qu'il doit y avoir un problème à l'étage. Peut-être est-ce Marie, ou bien est-ce ce docteur. Il réfléchit pas davantage et se lance à la suite du policier. En voulant ouvrir la porte pour rejoindre le couloir et ce policier qui, à la hâte, se dirige vers la chambre de Marie, en effet, la porte se bloque, bute, comme si une force la retenait de l'autre côté. Ni un meuble, ni un objet, il en est sûr, plutôt comme une bourrasque de vent. Après quelques secondes à buter contre cette force, le père Rochereau ne sait si ce sont les nerfs qui lâchent, mais une soudaine nausée l'étreint, et un tournis, bref, mais intense, qui lui fait lâcher la poignée. La lampe blanche et glaciale de la pièce décline, s'éteint et se rallume plusieurs fois. Enfin, lorsqu'elle éclaire de nouveau la pièce, il y fait plus froid, bien plus froid. Et une ombre, sur le mur, l'observe, la même que dans la chapelle. La silhouette d'un petit garçon l'observant, et sa voix qui résonne, au plus profond de son âme. « Soyez plus prudent, mon père. Ici, c'est en se fondant avec la pierre que l'on entend le mieux ses secrets. Voyez comme les murmures résolvent les énigmes. » « Tiens, te revoilà, petit, » reprend le père. « Ces pierres ont beaucoup à m'apprendre, dis-tu ? Et toi, dis-moi, que peux-tu m'apprendre sur cet endroit ?» Il s'approche doucement de cette silhouette et se met à genoux, avec beaucoup de bienveillance et de tendresse. « Je suis là pour aider Marie, mon père, et vous aidez-vous, pour que plus jamais personne ne soit noyé dans l'océan. » Au même moment, dans la chambre de Marie Desmoulins, quelqu'un tambourine à la porte frénétiquement, ce qui ne manque pas, après les dires de la petite, de tous les secouer de stupeur. Le docteur râle, pousse un soupir franc et grossier, puis ouvre la porte franchement. Un policier haletant, transpirant, se trouve droit comme un piquet sur le seuil de la porte. Il tient un papier dans les mains. La conversation qui suit ne sera entendue que par le père Rochereau et Madame Claude, décidément expert quand il est question des pieds. Le policier murmure donc grossièrement « Docteur, le père Dagon est furieux. Il a téléphoné au commissaire. Et il dit qu'il n'a pas d'autre choix que de rejoindre Brest, maintenant. Le légiste a été abattu après leur visite. Voici un télégramme de monsieur le ministre. » Le docteur referme la porte en la claquant brusquement. « Et alors, bêta ?» reprend-il en chuchotant. « Pardi, vous ne jugez pas mieux à faire que de laisser les portes sans surveillance. Idiot de village, imbécile, redescendez tout de suite et ne bougez pas de cette foutue porte !» S'ensuit une altercation qui durera quelques minutes, mais ne nous précipitons pas. Rejoignons plutôt dans l'escalier notre cher et tendre monsieur de Jonzac, furieux, toujours, accompagné de Jean-Emmanuel à sa suite, qui viennent tous deux de débouler du grand escalier et surprennent une discussion houleuse entre la sœur peu aimable qui leur avait ouvert la porte et un homme en costume impeccable. « Bon sang de bonsoir, ma sœur, mais où sommes-nous ? On marche sur la tête. Tout ça finira mal, vous aurez affaire à moi, je vous le dis. » En observant la sœur, monsieur de Jonzac laisse sortir un « Diable, encore vous !» Puis, apercevant l'homme parfaitement habillé, il se reprend. « Veuillez me pardonner, monsieur, je ne vous avais pas vu, et cette journée est relativement désagréable, je dois dire. Monsieur de Jonzac, des Cognac Jonzac, enchanté. J'espère ne pas interrompre une conversation importante. »« Pardi, monsieur de Jonzac ! En voilà d'une étonnante surprise. Marc Félicie, de la manufacture des cigarettiers de Nantes. Je connais bien votre frère, avec qui je pars volontiers à la Baule. Quelle drôle d'histoire que de trouver, enfin, un si gentilhomme dans ce marasme infernal. Alors quoi, vous aussi ces diables vous causent du tort ?» Jean-Emmanuel reste un peu en retrait par rapport à Pierre-André, mais salue toute l'assemblée généreusement de la tête. « Monsieur Félicie des cigarettiers nantais, dites-vous ?
Je crois bien avoir déjà entendu mon cher frère mentionner votre nom. Quel heureux hasard en effet de se croiser dans ce lieu. En effet, j'ai bien des ennuis causés par ces bougres également. Mais comment diable tous ces gens ont pu causer autant de désordre? Au mot de monsieur de Jonzac, l'homme reprend. Ces gens de mauvaise famille, bien habitués à l'isolement grotesque de la Bretagne profonde, vivent encore au XVIIIe siècle, mon cher, et me voilà fort généreux. Mon jeune frère Damien est retenu ici depuis des semaines, et voilà qu'on me refuse de le voir maintenant. Alors quoi, ma sœur, vous avez devant vous deux honnêtes personnes de grande famille, ayant servi leur pays par bien des manières, et bien des sommes. Vous allez continuer votre charabia et nous interdire la bonne séance de voir ce qu'on aime? Au même moment, une porte queen claque. En sort tout penaud le père Rochereau qui, semble-t-il, tentait d'écouter aux portes. Il semble que nous soyons allés un peu trop vite. Revenons à notre dernier étage et à quelques minutes avant cette altercation pour comprendre ce qui a amené le père Rochereau à tomber indélicatement de cette porte. Et commençons par retrouver Madame Claude et Andrew dans la chambre de Marie Desmoulins. À l'intérieur de la chambre, Marie fait un signe avec sa petite main pour inviter Madame Claude à s'approcher du lit. Son regard malicieux est de la noirceur des nuits, et on s'y perd et on s'y noie aussi vite que dans les abysses de l'océan. Madame Claude, inquiète et ébahie par ce qu'elle vient d'entendre en dehors de la porte, se tourne enfin vers Marie. Elle s'approche d'elle, mais seulement de quelques pas, et reste à une distance raisonnable. « Tu veux me dire quelque chose, ma petite Marie ? Vous ne devriez pas rester, madame. L'un d'entre vous va mourir ici. Les secrets qui se cachent dans les sous-sols, ici, sont plus dangereux que la peste noire. » Puis la petite se rassoit convenablement, rebalance ses petits pieds dans le vide en sifflotant, sourit, marque un temps puis tourne sa tête lentement vers Andrew. Vous saviez que 9 en allemand se dit neun, exactement, et 9 en anglais se dit nine, comme non en allemand. Elle rigole, arrête son balancement, s'avance une nouvelle fois vers sa boîte à musique et reprend. Un simple 9 qui délie toutes les langues du monde. Réprimant un frisson face aux menaces de Marie, Madame Claude se tourne vers Andrew pour lui dire « Mon cher, je crois bien que nous n'en saurons pas plus avant d'être allés faire un tour au sous-sol. Qu'en dites-vous » Andrew reste dans la pièce, pas question de laisser sa collègue seule. Cette information le perturbe. Il jette un œil à la pièce. La petite a peut-être laissé des dessins, des inscriptions, ou autre. « Vous avez raison, Miss Claude, reprend-il. Il lui chuchote à l'oreille. « D'abord, les corps disparaissent. Maintenant le légiste. Quelqu'un est en train de faire le ménage. » Mis à part la boîte à musique et un petit carnet sur la table de chevet, Andrew ne remarque rien de spécial dans la chambre de la petite Marie. « Tiens, derrière la porte le ton monte. »« Ce n'est pas mon problème, Emmerich. Trouvez une solution par vous-même et sur le champ. » Retrouvons maintenant le père Rochereau qui fait toujours face à la silhouette du petit garçon. Celle-ci vient tout juste de montrer au père Rochereau une porte dérobée dans la pièce. Le père fait un signe de tête à la silhouette et rétorque. « Merci, mon petit. M'accompagnerais-tu en bas ? Les réponses se cachent-ils dans les sous-sols ? C'est ça ? Oui, mon père. Il y a un escalier dérobé, derrière le bureau. Je m'y cachais autrefois. Il vous mènera au rez-de-chaussée, sans vous y faire surprendre. » Et l'apparition disparaît, tandis que le vent fait claquer le volet de la fenêtre. Le prêtre se met à la recherche de cet escalier et, non sans mal, finit par le trouver. Il emprunte alors l'escalier étroit, discrètement, le plus discrètement possible en tout cas, et entend très distinctement l'altercation au rez-de-chaussée, puis la discussion entre monsieur de Jonzac et le gentilhomme. Arrivé en bas, le père Rochereau ouvre très délicatement la porte, dans un premier temps, pour écouter la conversation. C'est à ce moment exact que la tartufferie fut révélée et que le père Rochereau glissa maladroitement sur la porte qui claqua et se dévoila à tous au rez-de-chaussée. « Alors quoi ?» s'écria le gentilhomme. « Sommes-nous dans une pièce de Molière ? Voilà que le bon Dieu confesse que ses serviteurs nous épient. » Et il semblerait que cette porte ne mène pas aux latrines finalement, dit enfin le père Rochereau avec humour. « Cette pièce semble des plus cocasses en effet, reprend le prêtre. Veuillez me pardonner mon entrée des moins élégantes, messieurs. Je suis le père Rochereau. Vous êtes ?» Il tend la main en se parant d'un beau sourire après avoir réajusté sa soutane et repris toute sa contenance. « Le père Rochereau, mais en voilà d'un miracle. J'ai lu le bel article de Grégorian à votre sujet. Quel honneur de vous rencontrer, monsieur. Je suis Marc Félicie. Enchanté, mon père. » La sœur, désespérée, lâche un trait sévère « Que Dieu vous garde » en s'échappant dans un couloir et en remuant la tête de gauche à droite. Mais avant ce départ, Jean-Emmanuel, très observateur, aura remarqué que celle-ci aura lancé un regard très insistant envers lui, l'invitant à le rejoindre
dans un couloir. Les miracles se trouvent parfois dans les petites choses de la vie, monsieur, reprend le prêtre. Vous me flattez, sachez que je partage cet honneur, enchanté. Êtes-vous là pour l'un de vos spectaculaires exorcismes, mon père ? Je ferai ce que le Seigneur me somme de faire, monsieur, et surtout ce que la situation exige, situation qui est de plus en plus étrange d'ailleurs, je vous l'avouerai. J'espère en tout cas ne pas devoir exorciser, non. Ces choses-là ne sont pas sans danger pour moi, et ce, malgré mon expérience. Je me dois d'être prudent. Et vous, quelle est la raison de votre présence en ces lieux, peu accueillants ? Mais il est interrompu par la démarche grotesque et clownesque du policier Emmerich, qui descend l'escalier et manque de tomber à nouveau. L'agent de police marque un temps en voyant le père Rochereau et semble pétri de peur. Père Dagon ? Père, je vous attendais pas de si tôt. Et pourtant me voici, Emmerich, reprend le père Rochereau. Vos jambes semblent trembler de plus en plus chaque jour. Avez-vous pris vos tisanes ? Oui, mon père, non, pardon, je les ai oubliées. Je suis désolé pour ce remue-ménage. J'imagine que vous voulez sécuriser le sous-sol. Je peux vous assurer que personne n'y est entré, monsieur. Je garde les clés précieusement avec moi, et les enquêteurs de Paris sont à l'étage. En tout cas, je suis ravi de vous voir en chair et en os pour la première fois. Je sais combien vous avez fait pour notre région. Marc Félicie, hagard, profite du spectacle en sortant sa pipe et en regardant bêtement monsieur de Jonzac comme s'il s'agissait d'un numéro divertissant à la foire. En effet, je suis venu m'assurer que tout est en ordre. Vous sentez-vous capable de m'y conduire, mon brave ? Reprend le prêtre. N'insistez pas cependant si vous êtes en peine. Je peux y aller moi-même, si vous préférez rentrer auprès des vôtres. Jean-Emmanuel, profitant de la confusion, rejoint la sœur au bout du couloir. Monsieur de Jonzac, de son côté, écoutant le père et son interlocuteur, s'indigne quelque peu. Un instant, monsieur Emmerich, pourquoi voudriez-vous que nous allions sécuriser ce sous-sol ? Est-ce que vous nous avez pris pour des gardes champêtres ? Sécuriser des lieux n'est pas de notre ressort, et n'est de plus pas digne de ma personne. Sécurisez vous-même votre cave, et laissez-nous travailler. Au bout du couloir, la sœur, bien que toujours aussi froide, transmet le message suivant à Jean-Emmanuel. Ne restez pas là. Ce que vous cherchez se trouve en bas. Faites preuve de discrétion, monsieur, car cela finira par dégénérer. Immanquablement. Le policier, de l'autre côté du couloir, répond à monsieur de Jonzac. Oui, bien sûr, monsieur, je pensais seulement, comme le père Dagon m'avait signifié sa colère par téléphone, que... Enfin, j'y retourne de ce pas, monsieur. Henri-Joseph Rochereau s'approche pour murmurer à l'oreille de Jonzac. C'est dans le sous-sol que nous trouvons les réponses à nos questions. Jouez le jeu, je vous en prie, mon ami. Ne vous dérangez pas, Emmerich. Ma colère attendra et s'abattra quand il le faudra, et sur qui le méritera. Vous avez couru comme un dératé. Arrêtez-vous quelques instants pour reprendre votre souffle. Asseyez-vous donc à l'accueil et faites en sorte que personne n'entre dans ce bâtiment. Vous voulez bien, mon petit ? Décidément, excédé et pris d'une fièvre soudaine, monsieur de Jonzac sort péniblement du bâtiment et rejoint l'extérieur. Emmerich, mon petit, voulez-vous bien servir d'escorte à notre cher monsieur de Jonzac jusqu'à l'extérieur et veillez à ce qu'il ne manque de rien. Et surtout, rappelez-vous, ne faites rentrer personne dans le bâtiment. C'est compris ? Le policier, décidément tétanisé à l'idée de rencontrer le fameux père Dagon, acquiesce, accepte et rejoint monsieur de Jonzac à l'extérieur. « Venez donc avec moi, monsieur Félicie. Marchons ensemble. »« Bien sûr, mon père. Alors je vous accompagne, » surenchit-il. Tous deux se dirigent à pas, légèrement pressés, vers le sous-sol. Jean-Emmanuel remercie chaleureusement la bonne sœur et rejoint le prêtre, ainsi que le gentilhomme. Tous trois font désormais face à une immense porte de fer, somptueusement ornée de motifs à la gloire de l'océan. « Charmant ouvrage !» s'exclame monsieur Félicie. « Vous pensez que mon frère se trouve ici ?» reprend-il. Voilà que Jean-Emmanuel arrive. Monsieur Félicie, surpris, sursaute avant de remarquer l'amical sourire du père pour son collègue. « Alors, mon père, vous me cachez des choses. Combien sommes-nous à vouloir rejoindre nos parents internés aujourd'hui ?»« J'en suis convaincu, oui, » reprend le prêtre. « Je vous présente un de mes collègues qui m'assiste de temps en temps lors de mes interventions. Je pense, mon cher, que nous cherchons tous à retrouver des parents, internés ou non. Et qui sait, peut-être s'agit-il d'une seule et même personne ?» Et il éclate de rire de façon exagérée à la fin de sa phrase, tout en insérant la clé dans la serrure. L'homme, décidément décontracté, rit à gorge déployée et, pendant que la lourde porte s'ouvre, demande « Au fait, qui est ce père Dagon ? Un parent ?» Le père Henri-Joseph Rochereau sourit et répond « C'est un surnom que l'on confère de temps à autre. Il paraît que certains de mes patients semblent brûlés par un feu divin. Un feu du dragon, devenu Dagon ensuite. Vous savez comment sont les gens avec les rumeurs. Ça se propage plus vite qu'une peste. » La porte métallique s'ouvre enfin et donne sur le niveau -1.
Les enquêteurs font face à un couloir interminable. Le sol y est ravagé, un mélange de boue et de pavés abîmés. L'odeur y est insoutenable, comparable à un étal de poissonnerie resté des jours au soleil de juillet. Sur chaque côté du couloir, des rangées de portes métalliques blindées portant des numéros allant jusqu'au 28. Il n'y a pas un bruit ici, si ce n'est l'écoulement d'une eau opaque, ruisselant des parois et du plafond. Pas un bruit, mais une sensation très oppressante de présence de regard. Le couloir est plongé dans une obscurité froide et est parfois furtivement déchiré par les clignotements timides de lampes à l'installation électrique bancale et dangereuse. Mais nous en avons dit assez aujourd'hui pour ces trois-là. Revenons enfin à notre affaire, au dernier étage, dans la chambre de la petite Marie. La petite Marie, justement, se retourne vers Madame Claude et lui dit « Quoi de neuf pour Lulu ? J'espère qu'il va bien et que quelqu'un prendra soin de lui. C'est quelqu'un de bien, Lulu, dit-elle, à l'intention de Madame Claude, tout en sifflotant. Puis elle se retourne une nouvelle fois vers Andrew. « Vous ne voulez pas savoir pourquoi je les ai tués ?» Madame Claude regarde la petite fixement, l'air engageant. « Si, bien entendu que nous aimerions savoir pourquoi tu les as tués. Nous t'écoutons. » La petite s'élance à travers sa chambre en dansant, tournant sur elle-même et en riant. Il avait raison, vous n'écoutez rien. Et elle éclate de rire, reprend sa boîte à musique et la serre contre elle. Depuis votre arrivée dans cette chambre, vous avez déjà eu toutes les réponses à vos énigmes, mais seule celle-ci vous intéresse. Pourquoi la petite fofolle bretonne a tué sa famille ? Dommage, il me semblait que vous étiez différent. C'est ce qu'il m'avait dit. Je vous le dis à une seule condition. Vous irez voir Lulu pour lui remettre un mot de ma part. La sœur, toujours assise sur le lit de Marie, intervient. « Marie, ma petite, mon ange, tu sais que tu ne peux pas. »« Tais-toi, sorcière !» hurle la petite, faisant sursauter toute l'assemblée. « Je parle maintenant, et toi, tu te tais. » Tandis que la situation est en train de dégénérer dans la chambre, Madame Claude et Andrew peuvent clairement entendre les pas du docteur qui se précipite vers la chambre du personnel afin de passer un coup de téléphone à la hâte. « Marie, écoute-moi, la folie, je l'ai côtoyée d'un peu trop près. » reprend Andrew. « Je ne te crois pas responsable de ça, mais tu as raison, je suis un imbécile. Je vois bien que rien ne va dans cette histoire, alors s'il te plaît, donne-moi une indication, une direction à suivre. » La petite rigole et reprend. « Le docteur va revenir dans quelques secondes. Je sens son eau de Cologne minable. » Puis elle crache sur le mur et frappe sa commode, puis hurle frénétiquement en griffant son matelas. Enfin, elle se calme aussi vite qu'elle fut partie en rage et reprend en anglais. « Vous saviez que 9 en allemand se dit 9 ? Exactement. Et 9 en anglais se dit 9, comme non en allemand. Un simple 9 qui délie toutes les langues du monde. » Puis Marie Desmoulins remet un bout de papier à Andrew directement dans la paume de sa main. « Moi, je ne les ai pas mangés. Mais j'aurais bien aimé, dit-elle. La sœur dans la chambre est tétanisée. Il ne faut pas avoir fait d'études poussées en psychologie pour comprendre que cette jeune fille est sous l'emprise totale de la petite et pétrie de peur à l'idée de la mettre en colère. Les pas lourds du docteur retentissent dans le couloir du dernier étage. Marie s'exclame « Le revoilà ! À vos masques, acteurs de la mascarade !» Excédée par l'impression de tourner en rond, Madame Claude s'adresse sur un ton glacial mais bas à Marie et en allemand, dans l'espoir que le docteur ni la sœur ne puissent comprendre correctement. « Nein, das reicht, kleiner Dämon. Lulu ist tot. » Autrement dit, « Non, tu as raison, petit démon. Lulu est mort. » Et elle reprend en français juste avant que le docteur ne revienne. « Qu'est-ce qui nous attend au sous-sol, Marie ? Dis-le-nous !» Au moment où Madame Claude prononce la sentence « Lulu ist tot », Marie se transforme aussitôt et part dans une colère et une violence terrifiantes. D'abord, elle se débat et hurle, jette avec une force surprenante la commode contre la fenêtre qui se brise et laisse aussitôt entrer la pluie battante et le vent. Enfin, elle bondit comme un petit démon à la gorge de la pauvre sœur et lui lacère les joues et la gorge. Le sang jaillit de toutes parts, la sœur se débat et crie, mais n'arrive pas à se dégager. Elle se lève, se cogne contre les enquêteurs, puis contre le mur. La chambre est trop petite, c'est le chaos absolu. Les ongles de la petite Marie ont transpercé la chair. L'on entend chacun de ses doigts s'enfoncer généreusement dans la gorge de la sœur et la petite continuait de hurler. « Tu m'avais promis, sorcière, crève, crève !» Dans la panique et la cohue, Andrew est bousculé par la sœur qui tente de se débattre et manque de tomber par la fenêtre. Par miracle, il est tombé juste à côté, mais son bras s'est effondré sur les morceaux de verre. Madame Claude
est violemment bousculée contre le mur, mais parvient à rester debout et peut agir. Celle-ci saisit le premier objet lourd à sa portée. Il s'agit d'une lampe de chevet pour tenter d'assommer Marie. Madame Claude saisit donc une lampe et tente de frapper la petite Marie, mais l'objet qui se brise sur le crâne de la jeune fille ne semble pas lui infliger la moindre peine ni le moindre mal. Et la petite, tout en hurlant, vient de planter ses dents dans la gorge de la pauvre sœur qui s'écroule au sol. La porte de la chambre s'ouvre, le docteur marque un léger temps de stupéfaction, puis s'écrie « Diable !» sort à la hâte une seringue de sa poche et tente d'atteindre la petite Marie. La seringue se plante dans la nuque de la petite qui continue à dévorer la sœur, puis, après 2 bonnes secondes, la petite s'écroule sur le sol à son tour. La bouche pleine de chair et de sang, les yeux grands ouverts, et consciente, mais paralysée. Elle plonge son regard noir dans celui d'Andrew et, tout en continuant à mâcher la chair de la jeune fille, lui sourit généreusement. Le docteur s'écroule contre le mur, tente de porter assistance à la jeune sœur, mais il est déjà trop tard. Ses lunettes l'en tombent, ses mains couvertes de sang. Il regarde les enquêteurs et balbutie, chuchote, car les mots lui manquent. « Partez, allez au diable. Partez avant que la police ne vous tue, ou ne me tue moi. Partez, ne revenez jamais ou je vous tuerai de mes propres mains. » Andrew, profondément choqué par ce qui vient de se produire, bouscule le docteur et file dans le couloir en trombe. Son cœur tambourine fort dans sa cage thoracique tandis qu'il entend des détonations assourdissantes d'un champ de bataille qu'il n'a jamais vraiment quitté. Il doit sortir. Il a besoin d'air. Plus jamais ça. De son côté, Madame Claude, complètement choquée de la sauvagerie sanglante de Marie, de cette scène qui vient de se dérouler en quelques secondes devant elle, ressent une légère pointe de culpabilité, très vite effacée par le sentiment d'avoir fait ce pour quoi on lui paie. La vérité, quel qu'en soit le prix. Elle murmure au docteur « Je suis navrée pour la sœur, docteur. Et part lentement. Elle se tient là quelque temps dans l'encadrure de la porte, jette un dernier regard à Marie, à la sœur, au docteur, à cette scène sanglante. Puis elle se place juste à côté de la porte, en toute discrétion, de sorte que le docteur ne la voit plus, à l'affût de quelques paroles qui pourraient lui échapper. Avant de nous quitter, nous retrouvons Monsieur de Jonzac à l'extérieur sous la pluie battante. Il est sur le porche du vieux bâtiment. La pluie tombe en trombe dehors et fracasse les vieux pavés de la cour. Tout est abominable ici, doit-il se dire. Les rencontres, les bâtiments, les mœurs, la nourriture. Et maintenant même le parquet est couvert de sang. Mais ce n'est pas ses pensées qui l'obsèdent le plus, c'est ce foutu cou qui gratte et qui gratte, à se gratter jusqu'au sang d'ailleurs. L'orage fracasse le royaume des cieux et son tonnerre fait vrombir la tête du notable. Il était pris de nausées, de vertige. Il fait si chaud, et tout tourne. Puis des voix qui fracassent, qui tambourinent à l'intérieur de la tête. Elles chatouillent ces voix, l'intérieur du crâne de Monsieur de Jonzac, comme des milliers d'araignées grouillantes à l'intérieur de sa boîte crânienne. Et ces voix disent « Tu seras bientôt libéré. Maintenant, il est grand temps pour toi de te baigner. Rejoins l'océan à la hâte. Je t'y attendrai. » Écran noir. Eh ben ça alors, quelle histoire! S'il nous fallait une preuve de la culpabilité de la petite Marie Desmoulins, c'est chose faite, non? Oh, vous doutez. Décidément, rien ne vous échappe, n'est-ce pas? Allez, prenons le temps de démêler le faux du vrai. Mais d'abord, je crois que nous avons tous mérité un bon dîner. Il faut croire que l'abominable nature humaine finit par donner appétit. Je mangerai un âne. À très bientôt, chers amis. Et d'ici là, bien sûr, prenez bien soin de vous. Et que l'horreur commence.